Bien, donc la session actuelle, là, on va parler de Google Earth et plus exactement, en fait, surtout de KML. KML qui est le format de description géographique de Google. Je passerai la parole en fin de présentation à Carmen, ici présente, qui a sué sang et eau sur une opération un peu spectaculaire de Google. Et moi, je vais vous décrire en fait un peu KML. Donc le plan est relativement simple. Qu'est-ce que c'est qu'un KML? Pourquoi écrire un KML? Comment écrire un KML? Après, on va contrôler un KML. Et donc après, je passerai la parole à Carmen. Alors, qu'est-ce qu'un KML? Tout simplement, c'est la connaissance vue du ciel qu'on décrit en XML. Donc on va pouvoir placer des points à la surface du globe, ajouter des descriptifs, donc des infobulles riches, ajouter des objets 3D. On a tout ce qu'il faut. On n'a rien à gérer, en tout cas, quand on a plein d'endroits qui sont justement au même endroit. Donc voilà. On est capable effectivement de mettre du contenu riche et intéressant un peu partout, d'avoir des objets 3D, on va voler autour. Enfin, qui n'a jamais utilisé Google Earth? Bon, alors soit vous ne suivez pas, ou alors c'est bien ce que je pensais. L'idée aussi, c'est qu'on est capable effectivement de suivre des objets en temps quasi réel à la surface du globe. Donc là, c'est un exemple Costa Croisière qui suit effectivement ces bateaux de croisière dans le monde en temps réel. Alors, quelques chiffres très rapidement. Google Earth, c'est le logiciel le plus téléchargé depuis l'histoire de l'Internet. Ça fait pas grand-chose, mais ça fait quand même beaucoup de monde, 200 millions d'activations uniques. 30% des terres émergées sont présentées dans Google Earth avec une précision inférieure au mètre. Et alors, plus important, un humain sur deux risque d'apparaître sur Google Earth. C'est disponible en 13 langues. Donc, on a sorti l'arabe il n'y a pas longtemps, le tchèque, le hollandais, le français ça fait un moment, le coréen, le polonais, etc. Alors, pourquoi écrire un KML? L'idée, c'est que toutes les connaissances géographiques que vous allez publier, vous les écrivez en KML. Vous allez pouvoir les afficher dans Google Earth ou dans Google Maps. Et, plus important, le géo-indexation. C'est-à-dire qu'en fait, ces contenus-là, on va les indexer et les gens vont pouvoir les retrouver par des recherches de plein texte et retrouver en fait votre descriptif géographique. Donc ça devient très important. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'effort que vous mettez à faire des données intéressantes et à les placer sur une carte, vous allez pouvoir en faire profiter la Terre entière. Alors, à partir du moment où on publie, il faut prendre quelques précautions quand même. C'est-à-dire que si vous autorisez l'indexation de votre KML, soyez sûr d'être reconnu et donc ajoutez quelque chose qui permet de vous reconnaître, donc un tag, simplement le nom de l'auteur, un site de référence bien sûr. Donc au cas où je ne vous l'aurais pas dit, le KML c'est ça. Hein. C'est vraiment un fichier XML dans lequel on va décrire tout un tas d'objets géographiques. Donc simplement, prenez soin d'ajouter les quelques descriptifs qui vont permettre de savoir qui a fait ce KML, comment il s'appelle et de quoi il parle. Donc dans la même veine, si vous publiez un fichier KML, donnez-lui un nom de fichier intelligible et bien sûr mentionnez votre nom, un site de référence, organisez-le par thématique. C'est beaucoup plus intéressant pour l'internaute qui va cliquer sur ce lien, puisque du coup, il va effectivement voir un contenu riche et qui traite d'un sujet qui risque de l'intéresser. Alors, comment faire pour être indexé? C'est très simple, c'est exactement comme le web. Vous allez sur donc Sitemaps. Vous connaissez Sitemaps? Oui? Non? Donc Sitemaps, c'est un outil qui vous permet de soumettre à l'indexation Google des pages que vous possédez et que vous estimez intéressantes. Donc vos KML, vous allez pouvoir les publier de la même manière. Si jamais il y a du contenu KML qui vous paraît pas forcément intéressant pour le reste de la communauté, vous pouvez interdire son indexation, tout comme une page web normale. Alors, en résumé, donc, KML, un format de description géographique qui est pratique pour Google Earth, Google Maps et même Google Maps pour mobile. Donc ça veut dire un effort et 3 canaux de distribution. Donc, on peut désormais trouver un KML sur la base de critères de recherche plein texte. Et KML restera toujours en fait le moyen le plus simple de décrire en détail les plus beaux endroits de la Terre. Alors, comment écrire un KML? Alors, ça c'est la version hardcore. C'est-à-dire vous prenez votre éditeur de texte et vous tapez le KML au kilomètre.
Alors depuis, on a sorti un truc un peu plus pratique qui s'appelle Mes cartes ou My Maps. C'est-à-dire que sur Google Maps, donc sur maps.google.fr, vous pouvez dessiner votre propre carte à la souris. C'est-à-dire vous cherchez des adresses, des choses comme ça. Vous les enregistrez dans vos cartes. Et après, vous avez le petit lien KML qui vous permettra d'afficher ce que vous avez dessiné directement dans Google Earth. Et ce contenu-là, vous allez pouvoir l'enregistrer et le mettre sur votre serveur. Et voilà. On peut faire la même chose directement dans Google Earth, c'est-à-dire que dans Google Earth, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour dessiner des zones, placer des points et toutes sortes de choses. Donc vous avez vraiment toute la palette en fait, d'outils utiles pour ce genre d'application. Alors, qui a déjà écrit un KML? Vous avez eu des soucis? Oui? Dans Google Earth peut-être, mais sur My Maps, c'est un régal. Il est perfectible, on va dire. L'idée, donc, KML, c'est vraiment un fichier XML. Donc, en fait, le KML de base, c'est ça. Je prends un point, je lui donne un nom et je le place. Voilà. Donc, voilà, bah, c'est là qu'on est. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, après, on peut changer un peu les choses. La première chose, c'est qu'on va dire comment je vais regarder ce point-là. Donc, on va positionner effectivement une espèce de caméra par rapport à ce point, en donnant effectivement la distance par rapport au point, l'inclinaison par rapport à la surface, et effectivement l'endroit où se trouve cette fameuse caméra qui regarde ce point. Donc ça, c'est le deuxième usage quand on définit un KML. Et ensuite, on va pouvoir le rendre plus beau, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc l'idée, c'est que, de la même manière que sur un fichier HTML, on va pouvoir le styler, et donc associer un style à chacun de ces endroits. Donc le style va nous permettre de choisir l'icône pour marquer le point, par exemple, et également les couleurs, de l'infobulle, du descriptif, etc. Donc une fois qu'on a ça, le même point apparaît de cette manière-là. Donc l'idée, c'est que dans votre KML, vous définissez un style en définissant effectivement le style de l'icône avec l'URL, la taille, l'échelle, etc. Enfin, tous les critères graphiques qui vont vous permettre en fait de définir l'aspect de ce point d'intérêt. De la même manière, on peut définir des contours. Alors, ça c'est la version de gauche. Et puis, ces contours, on va leur donner du volume, simplement, en leur donnant une altitude non nulle, et en rattachant, en fait, ce contour donc, au sol, et on aura effectivement des parois. Donc, on peut faire, en fait, des effets 3D à relativement peu de frais, et avoir un résultat relativement joli, assez rapidement. Alors, si on veut aller plus loin dans la 3D, effectivement, on peut utiliser Google SketchUp, qui est une application qui permet de construire des volumes 3D. Et ces volumes 3D, on va pouvoir les placer dans Google Earth. Et donc, toujours dans ce KML, on aura des ressources supplémentaires qui vont vous permettre en fait, d'afficher des objets 3D et de naviguer à l'intérieur. Alors ça, c'est une fonctionnalité intéressante. C'est qu'un objet qu'on va afficher à la surface du globe, on ne va pas vouloir l'afficher tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va être capable de dire, ce truc-là, je veux le voir, mais pas quand je suis trop loin ou quand je suis trop près. Et donc, du coup, il apparaît ou il disparaît en fonction de l'altitude. Donc ça se fait à l'aide d'un fichier KML qui va vous permettre, en fait, dans le KML, de définir ce qu'on appelle une région. On va dire, OK, cet ensemble d'objets-là occupe ce cube-là dans l'espace, et je n'afficherai ce cube dans l'espace que si sa représentation occupe un certain nombre de pixels à l'écran. Donc ça évite d'avoir les fameux effets de mousse un petit peu qu'on a quand on a un KML avec plein d'endroits et qu'on est très loin. On a plein de marqueurs qui se chevauchent. Donc là, l'idée, c'est d'éviter ça et d'avoir pour chaque niveau de zoom ou d'altitude un ensemble de marqueurs particuliers qui rend un résultat un peu plus joli. Donc ça, Carmen en parlera beaucoup mieux que moi après. Alors, une fois qu'on a publié son KML, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le rafraîchir facilement sans avoir à renvoyer la nouvelle version du KML à tous les gens qui ont téléchargé l'ancienne version. Donc c'est pour ça qu'on a fait effectivement le KML qu'on peut rafraîchir, donc le fameux Network Link, qui est un objet particulier. Et là, on ne va pas lui donner du contenu, on va simplement pointer sur une ressource web. Et cette ressource... Non, ça ne marche pas. On m'entend très bien ? Bon.
Vous m'entendez toujours? Ah, moins quand même, hein. Il a dit moins. Bon, je vais essayer de parler plus fort alors. Donc en fait, le KML est rafraîchi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va simplement définir un point d'intérêt avec une URL d'accès à une ressource. Cette ressource peut être un KML plus ou moins complexe. Et tout ça, on va pouvoir le télécharger, alors soit régulièrement, toutes les N secondes, ou alors jamais, parce que simplement on se dit qu'à chaque fois qu'on va ouvrir Google Earth, bah, ça prendra la dernière version, mais ça ne change pas tant que ça. Ou alors lorsqu'on dit, ou alors lorsque la page qu'on a renvoyée a expiré. C'est-à-dire qu'en fait, on donne une date d'expiration à la page, et dans ce cas-là, il va la rafraîchir. Enfin, la dernière fonctionnalité intéressante, qui est, quand on survole une région particulière, on va pouvoir effectivement déclencher le téléchargement de nouveaux éléments. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne va pas simplement modifier le point qu'on affiche, mais on peut afficher tout un tas de choses autour, simplement parce qu'on a recontacté le serveur. Alors, ça, je peux... Ouais, non, je vous montre après. Donc, en fait, dans ces liens dynamiques, il y en a un qui est très intéressant. C'est un lien dynamique qui va appeler le serveur en fait, à chaque fois qu'on arrête de voler. En fait, dès qu'on s'immobilise, on envoie une requête au serveur en disant voilà l'endroit où je me trouve, et là le serveur renvoie les éléments affichés. Alors, un petit exemple. Donc ça, c'est un... Donc là, je vais simplement accéder en fait à une ressource PHP, toute bête, et à chaque fois que je déplace mon survol et que je m'arrête, j'appelle le serveur, je lui dis que c'est là que je suis, et donc le serveur répond en me positionnant un point à cet endroit-là. Et en fait, ça ouvre une vaste étendue de possibilités, puisqu'à partir de là, rien ne m'interdit, quand je survole l'Allemagne, de renvoyer des bâtiments de Berlin, quand je survole la France, de renvoyer la Tour Eiffel, etc. L'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrête de voler, je renvoie donc le point et tout un tas d'informations autour de cet endroit-là. De la même manière, si je cherche Paris... Ah, bah tiens, je vais... Alors au passage, vous pouvez voir que Google Earth contient un cache qui vous permet de fonctionner un petit peu sans réseau. Donc si je cherche Paris, toujours pas. Je relance. C'est. Alors vous avez compris le principe, je vous montrerai après quand ce sera chargé. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir ce mode de refresh. Dès qu'on s'arrête, on envoie une requête au serveur et celui-ci vous renvoie ce qu'il veut renvoyer. Alors on va regarder le code rapidement. J'ai installé un serveur en local en fait et tout ce qu'il fait c'est trackme.php. Donc c'est furieusement simple une fois de plus. On récupère effectivement, alors ça c'est les paramètres par défaut, vous pouvez spécifier une structure de paramètres si vous le voulez. L'idée c'est que là en fait il va envoyer simplement un paramètre bounding box avec les coordonnées des coins qui délimitent la boîte. Je récupère ces choses-là.
Et après, ben, je peux générer un bête placemark avec ces nouvelles coordonnées. Mais je pourrais très bien, effectivement, avoir une logique beaucoup plus complexe et ramener beaucoup plus de choses à cet endroit-là. Alors, autre fonctionnalité vraiment intéressante, la possibilité de reproduire en fait une évolution chronologique de vos KML. Donc là, l'exemple en question, c'est les glaciations. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner des images qu'on va superposer à la surface du globe avec une indication temporelle. Et donc, en fait, Google Earth va être capable de rejouer le film en fait, en représentant les différents niveaux en fonction de l'échelle de temps. Donc là aussi, j'ai un petit exemple qui va vous permettre de voir comment ça fonctionne. Donc c'est... Donc l'idée là, c'est que j'ai toujours un lien dynamique qui va pointer sur mon petit serveur et qui va simplement donner un ensemble de KML avec une tranche temporaire. Donc là, en appuyant sur le bouton là-haut, je lui ai dit de rejouer en fait, d'afficher les points en fonction de leur timecode en fait. En fait, si la date, c'est-à-dire que pour chacun des points, je définis un intervalle de temps pendant lequel le point est présent. Et donc, Google Earth va remouliner ça et rejouer l'animation en temps réel. Alors, enfin pas en temps réel, mais en live quoi. Et donc là, l'idée, c'est que je peux étendre ma plage de temps. Donc là, j'ai l'ensemble de mon KML, donc tous les points que j'ai décrits. Et chacun de ces points a un descriptif, donc un intervalle de temps pendant lequel il est actif. Donc je peux jouer effectivement sur la période pour voir effectivement des portions de ce qui s'est passé. Et puis je peux lui demander de rejouer l'évolution. Alors là, il n'y a pas d'échange qui se fait avec le serveur. Ce n'est pas parce que c'est un lien dynamique que je vais aller rechercher les points à chaque fois. J'ai tout téléchargé d'un coup et simplement ces points-là ont un descriptif temporel. Donc, ça s'appelle timespan.php. Donc on retrouve effectivement mon KML. Et là, en fait, j'ai simplement placé un certain nombre de points le long d'un cercle, et chacun de ces points a une période d'activation différente. Et du coup, je peux rejouer comme ça la chronologie et arriver à avoir un contenu un peu dynamique. Vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité-là? Pour faire quoi? Ah. Il faudra me donner l'URL après pour que je jette un œil. Alors, avant de passer la parole à Carmen, je vais simplement passer en revue quelques petits exemples qui me paraissent sympathiques. Oui? Une question? Oui, à ce sujet, je voulais savoir, non seulement, bon, évidemment, on peut faire varier les KML qui vont être affichés, est-ce qu'il est également possible de recentrer l'image? Là, on a vu dans votre exemple, effectivement, le petit point entre guillemets qui se déplace. Est-ce qu'il serait possible également d'avoir la carte qui se défile pour toujours avoir le point d'intérêt au centre de la carte, dans le cas d'un déplacement? Oui, parce qu'en fait, comme on a la fonction qui permet de regarder, hop, celle qui est là. Mais on peut la piloter depuis la time bar. Bah oui, parce que c'est du KML. Donc, je veux dire, le fait comment on regarde ce point-là, le fait de positionner la caméra, ça fait partie du KML qu'on génère. Donc à partir de là, on peut se déplacer. D'autres questions? Non, t'as pas mis? Bon. Alors, un simple exemple en fait de ce qu'on peut faire avec SketchUp. Je ne vais pas vous faire une démo de SketchUp, il y a des tutoriels qui sont très bien faits sur le web, qui montrent effectivement comment faire les choses étape par étape. Et ça permet effectivement de faire très facilement des volumes en 3D. Vous avez déjà essayé SketchUp? Qui c'est qui a essayé? Bon, vous n'avez pas eu de soucis particuliers? Oui, non?
dans la dernière version, on peut très facilement maintenant... oui. Est-ce qu'il y a une version, oui? Ah bon? Ah, je sais pas. Il faudra envoyer un mail à help@google.com. Oups, voilà. Donc oui, on peut placer très simplement en fait des objets 3D. Et dans la dernière version de SketchUp, il est assez simple en fait de recréer en fait un building en plaquant les textures sur les différentes façades. Parce qu'en fait, il va vous permettre en fait de vraiment plier votre photo et de la coller sur le volume. Donc il y a une vidéo qui montre ça, qui est très bien faite, et qui permettront d'aller... Alors, dans les exemples intéressants, moi, ce que j'aime bien, c'est les choses qui sont vraiment très temps réel. Donc il y en a un que vous connaissez sans doute, si vous avez déjà regardé un peu ce qui se fait, ça s'appelle FlowWeb. Donc FlowWeb, en fait, ça vous permet de voir les avions qui vont se poser à Los Angeles. Et les petits traits, si vous êtes assez patient, les petits traits mauves qu'il y a derrière vont bouger. C'est-à-dire qu'en fait, les avions sont vraiment traqués en temps réel. Et donc quand on zoome, on peut aller voir l'ensemble des descriptifs des avions en question. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beau vivre dans un monde civilisé, ça peut être dangereux. Donc tout ça, c'est des avions qui sont en train de se poser à Los Angeles. Donc voilà, ça c'est le genre d'application vraiment sympathique et très simple à mettre en œuvre, parce qu'en fait, il suffit d'avoir un serveur qui génère du KML dynamiquement avec les coordonnées, sachant que dans Google Earth, de toute façon, on peut charger du GPS, donc c'est relativement simple à faire. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'effectivement, il faut arriver à choper les coordonnées des avions, mais techniquement, on est vraiment à quelque chose qui est à la portée de gens motivés. Celui-là est intéressant aussi parce qu'on peut jouer sur les surfaces. Donc là, l'idée, c'est plutôt de décrire en fait des contours. Donc c'est en fait des gens qui s'occupent de la mer. Un copyright à la fin. Voilà. Alors, vous voyez, ça c'est l'exemple typique, j'ai gardé le KML, mais je ne saurais jamais retrouver l'auteur. Donc quand vous faites des KML et que vous les publiez, mettez effectivement des liens qui permettent de retrouver les gens. Parce qu'en fait, dans Google Earth, on va conserver les choses qui nous intéressent, mais on perd un petit peu le lien avec le serveur si vous ne faites pas attention. En fait. J'ai une question sur ça. Parce que là, au début, enfin, il y a plein d'informations qui commencent à devenir intéressantes, mais au-delà de ça, à part le fait d'avoir son logo en haut à gauche ou d'avoir à fournir quelque chose d'intéressant à ses utilisateurs, quel est l'incentive qu'on a à utiliser ça d'un point de vue business, à publier ça? Est-ce qu'il va avoir la possibilité d'offrir des liens, par exemple, plus, on va dire, qui permettent d'imaginer une certaine commercialisation, des choses comme ça? Est-ce que vous avez des exemples à montrer dans le domaine? Ça, c'est un KML qui a été publié il y a quelques temps. Ouais. Ah, bah, c'est pas mal ça, voilà. Qui, effectivement, fait tout son sens, parce que quand on va choisir un club de vacances, on a beau vous dire, ouais, c'est super joli, regarde, il y a la plage et tout. Là, s'il y a une voie ferrée, je ne la vois pas. J'ai rien contre les trains, mais pas à côté de ma chambre d'hôtel. Donc là, l'idée, effectivement, pour quelqu'un qui propose des prestations de vacances, de donner de l'information comme ça, précise, sur la prestation qu'il donne, là, vous rendez un véritable service à l'internaute. Et je pense que là, l'incentive, il s'impose de lui-même, quoi. Ouais, tout à fait. Là-dedans, en fait, dans les descriptifs, on peut mettre du HTML, un peu appauvri, mais c'est du HTML avec des liens. Et dans ce cas-là, effectivement, rien n'interdit quand on clique sur un lien dans cette infobulle, on va avoir un navigateur embarqué qui s'ouvre dans la partie inférieure et on pourra interagir avec le site. Donc là, il y a eu des tas d'exemples de gens qui ont fait des choses comme ça. British Airways a publié l'ensemble de ses destinations sur Google Earth. Et quand on arrivait sur la ville de destination, on avait le prix du ticket qui s'affichait sous forme de nuage et un formulaire permettait de réserver directement en ligne. Donc, voilà pour une approche un peu plus, on va dire, commerciale des choses. Donc voilà ce que je voulais vous montrer.
Je vais peut-être passer la parole à Carmen. Oui. Merci. Oui, j'aimerais savoir en fait quelle est la distinction entre le KML propre à Google Maps et le KML propre à Google Earth. Enfin, quelles sont les limites de compatibilité? Parce que Google Earth paraît plus puissant. Voilà, alors, où s'arrêtent les fonctionnalités sur Google alors, Maps? les différences sont essentiellement en termes d'images qui bougent. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est animé, etc., ça ne va pas s'afficher très bien dans Google Earth, voire même pas du tout. La 3D, j'ai jamais essayé de publier un KMZ sur du Maps. J'ai vu des choses, mais je ne sais pas si c'était du KMZ en fait. Non, il n'y a pas le globe, mais on peut avoir... C'est plat. J'ai vu des exemples de gens qui faisaient des... Alors, je ne sais pas comment ils faisaient, mais effectivement, ils faisaient des vues en perspective en fait. Fixe. Oui, non, on ne peut pas tourner autour. Non, effectivement. Et est-ce qu'on aura l'occasion? Bonjour. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir un jour un genre d'ActiveX pour intégrer Google Earth à l'intérieur d'une page web ou un plugin ou je sais pas, un peu à l'image de Virtual Earth où on peut naviguer en 3D à l'intérieur d'un browser? Moi, je ne suis pas au courant de projets de cet ordre-là. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que la 3D, c'est vraiment très lié quand même à la machine quelque part. Oui, mais bon, la demande est réelle. En fait. Justement, de ne pas avoir un navigateur, un client lourd à installer, à charger, de plutôt utiliser la transition dans ce cas-là, chez nous, elle est assez vite trouvée. C'est-à-dire ce que je dis souvent aux gens qui veulent faire des opérations comme ça. Effectivement, ce qu'ils me disent, c'est ouais, mais il n'y a que 200 millions de postes de Google Earth installés. Maps, les API Maps, c'est une bonne transition, parce qu'en fait, les API Maps proposent effectivement la vue satellitaire, donc les mêmes images. Et donc, si les gens sont vraiment intéressés par le contenu, ils pourront ensuite aller plus loin dans Google Earth. Oui, mais enfin là, il faut passer le cap de la barrière des SI qui ne veulent pas installer un client lourd sur tous les postes de leur parc. Et voilà, c'est toute une autre logique. Il fallait passer la barrière des SI pour installer le navigateur il y a longtemps. Oui, voilà. Mais bon, ça peut en éviter à ça. Mais il faut quand même comparer les choses qui sont comparables. Je veux dire, avoir un survol dans plein écran, un petit widget dans une page HTML, ça ne sera jamais la même expérience. Je pense. Il y a des solutions qui existent. Pardon. Il y a des solutions open source, enfin freeware qui existent. Il y a un développeur qui a développé un plugin pour intégrer ça à l'intérieur d'une page web. Mais bon, ça reste quand même une solution assez peu robuste. Voilà. Donc, alors que Virtual Earth, lui, ils ont poussé le concept assez loin quand même. Donc, voilà. Il y a quelques mois, j'ai quand même entendu dire que dans les 6 mois qui viennent, ou dans l'année qui vient, il y aura sans doute un Google Earth on the web. Enfin bon. En fait, c'est pas possible de rajouter au moyen de fichiers en local, de se dire j'ai envie de rajouter mes propres menus dans Google Earth. Il n'y a rien qui est prévu là-dessus, quoi. Mais propres menus, c'est-à-dire, moi, je voudrais rajouter des fonctionnalités propres à moi, c'est-à-dire zoomer sur un endroit précis. Ouais, voilà, c'est-à-dire on rajouterait une sorte de menu qui nous rajouterait à la fin mon menu, et puis aller zoomer sur une zone, etc. Il n'y a rien qui est prévu là-dessus ou... Pas que je sache, mais c'est vrai que c'est un truc à remonter, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Et une deuxième petite question aussi, à l'aide d'un outil qui s'appelle FME, j'avais généré à partir de fichiers MIFMID, c'est-à-dire des fichiers map-info, des lignes, donc c'était des fichiers routes dessus, et j'avais généré un fichier KML automatiquement, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plaqué en 3D. Parce que à partir des lignes qu'on a qui doivent être en 2D, c'est-à-dire Google Earth arrive à faire à prendre une sorte de modèle numérique de terrain pour faire en sorte qu'ils suivent le relief où il faut mettre... parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait que des XY et je l'ai vu plaquer et ça m'a vachement étonné, quoi. Sans rien faire, c'était en 3D, quoi. Il y a une option du KML effectivement qui permet de suivre l'altitude dont on dispose nous. Alors, d'accord, ok. Mais là où on l'a, j'ai pas fait gaffe alors. D'accord. Merci beaucoup. C'est plutôt une bonne surprise en fait. Ouais, voilà. Oui, bonjour. J'aurais une question à propos en fait de l'intégration des bases de KML que vous avez en fait. Puisque là on parle beaucoup d'affichage, mais est-ce qu'il est possible en fait de retrouver des KML? Est-ce qu'il y a une API disponible pour retrouver des KML? Alors il n'y a pas d'API, mais effectivement dans Google Earth maintenant,
si je vais voler sur Brest, par exemple, oui, j'ai dit Brest en France, je vais être capable de chercher effectivement donc, des endroits et d'y aller, donc ça c'est relativement classique, mais je vais aussi être capable en fait de chercher, pourquoi pas un gîte. Et donc là, j'ai effectivement, donc ça c'est la base d'adresses que nous connaissons, qui sont exposées dans Maps et donc dans Earth aussi, mais à la fin, j'ai justement ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on a récupéré sur le web. Et là, on est capable de retrouver en fait, donc ce gîte-là, c'est quelqu'un qui a publié son KML sur le web et ça a été indexé par Google. Donc ça fonctionne dans Google Earth et ça fonctionne sur Maps. Et à partir de quelle base ça va être indexé par Google? En fait, c'est exactement comme les pages web. Vous soumettez les pages dans l'index Google, donc vous allez sur www.google.com/webmasters et là, vous pouvez soumettre les adresses de vos KML. Ce sera automatique? Une fois qu'ils sont soumis, oui. Même pour le 3D? Ça, c'est une bonne question. Vous n'allez pas mettre beaucoup de texte dans le 3D quand même. Texte? Oui. Une description? La description, j'ai jamais essayé, je dois dire. Mais les 3D, en fait, vous les mettez plutôt sur 3D Warehouse. Oui. Et là, c'est mieux. Oui, mais là, il y a aussi un best of 3D Warehouse. Ouais. Donc ça va être indexé automatiquement, si c'est sélectionné. Et avant que ce soit sélectionné, ça fera partie du website 3D Warehouse. Oui. Sans être, voilà. Donc, tandis que là, c'est indexé automatiquement, si je comprends bien. Là, oui, c'est du résultat de recherche comme on fait sur le web. Donc ma question était, est-ce que le ça 3D marche aussi sur la ouais. 3D. Je serais assez curieux de voir. Je sais pas, je vais voir. Et je mettrai quand on va publier les présentations, et je tâcherai de rajouter. Ok, merci. Oui, il y a BBS Keyhole et puis il y a tout un tas de blogs autour de KML. En général, vous tapez Google Earth ou Blogmania et des choses comme ça et vous pouvez trouver. BBS Keyhole, effectivement, il y a plein de gens qui soumettent leur KML. J'ai pas de connaissance d'évolution particulière. Donc la question c'était est-ce qu'il y a une opération de normalisation en fait, du KML et de le rapprocher de normes existantes, c'est ça? Je ne suis pas au courant, mais ceci dit c'est moi qui ne suis pas au courant. Oui? Bon, sur le pas arrivé à le placer. Oui, en fait, j'ai une question. En fait, c'est pas vraiment technique. J'adore Google Earth et Google Maps. Mais la question que je me pose, c'est comment Google va s'y retrouver à terme, parce que ça doit bouffer un trafic monstrueux, mine de rien. Et je me demande quel est le modèle économique et comment ce sera impacté le jour où Google va essayer de rentabiliser la chose. Parce que du coup, c'est quoi? Ça va être des liens sponsorisés, ça va être, comment ça va se passer pour l'utilisateur au final? Parce que il va y avoir de plus en plus d'utilisateurs et puis du jour au lendemain, si vous changez la donne, voilà. Alors, c'est une interrogation. D'une manière générale, ça paraît quand même tomber sous le sens. Si justement il y a beaucoup d'utilisateurs, on ne va pas se les mettre à dos tout de suite. Donc la tradition de Google, c'est vraiment de favoriser l'accès universel à l'information partout dans le monde. Et après, comment Google gagne sa vie, je me fais pas de soucis pour Google. Hein. Voilà. Je me fais pas de soucis, c'est juste que je me dis qu'à un moment, va falloir quand même rentabiliser le trafic généré derrière, parce que les images, ça bouffe quand même du trafic. Voilà, je me demandais juste comment, à terme, ça pouvait impacter. Voilà. Je me fais pas de soucis pour la rentabilité de Google. Hein. Les choses soient claires. C'est bon pour les questions. Je vais passer la parole à Carmen. Merci. D'accord, alors je m'appelle Carmen, je fais partie de l'équipe Google Earth à Zurich et je vais vous présenter, comme Jean-François a déjà mentionné, un projet qu'on vient de publier récemment, notamment les résultats sur les élections présidentielles françaises. Donc
peut-être vous avez déjà entendu parler, vous l'avez lu. Donc ça se trouve si vous avez le panneau. Tu m'entendais pas? Non, on t'entend pas. C'est dans la vidéo qu'on t'entend pas. D'accord. Alors, donc si vous ouvrez Google Earth, dans le panneau à gauche, vous pouvez activer ou désactiver le layer puis vous afficher les résultats des élections. Donc voilà brièvement de quoi je vais parler. Donc quelques mots sur la motivation de ce projet pour enfin vite passer à la préparation. Préparation générale d'un KML, des questions qu'il faut se poser pour un tel projet. Et je vais aussi parler des contraintes un peu plus spécifiques pour ce layer KML. Ensuite, la création automatisée du contenu. Je vais montrer les exemples, comment les KML ont été publiés pour le premier tour et le deuxième tour. Et aussi mentionner les défis qu'on a rencontrés. Ensuite, un petit bilan, comment on passait la nuit des élections. Voilà. Alors, ce qui est pour la motivation, évidemment, vous savez que la mission de Google, c'est d'organiser l'information mondiale et de la rendre universellement accessible, utile. Alors, dans cette vision, on voulait présenter des résultats d'une élection très importante à une audience large. Alors, en plus de la présence au niveau local, ouais, on estimait ça, donc on est parti de ce point-là. Il y avait aussi un intérêt au niveau global, parce qu'en fait, c'était le monde entier qui s'intéressait aux décisions à ce niveau politique-là. Donc là, pour notre liste, c'est toujours une bonne occasion de montrer les possibilités du KML et encourager les utilisateurs de devenir créateurs eux-mêmes. Alors, on a travaillé avec quelles données? Donc, le ministère de l'Intérieur nous a donné accès aux résultats en format digital, donc c'était des XML, par chaque unité géographique en fait, un XML par commune par exemple. Ensuite, il nous a fourni aussi une liste des candidats parce qu'il fallait bien respecter l'ordre des candidats. On a fait aussi recours à des données vectorielles appartenant à Google. Plus concrètement, il s'agit des limites administratives des communes et des départements parce que ça aide toujours à se repérer dans l'espace. Donc, on passe à la préparation. Voici comment procéder pour montrer les résultats des élections de façon géolocalisée dans Google Earth. Alors, les contraintes. On avait peu de temps déjà pour réaliser le projet. On ne pouvait pas changer les dates, c'était fixé. Donc voilà, et le défi, le plus grand défi en fait, était de créer et publier le KML en presque temps réel, parce qu'on avait en fait reçu les résultats autour de minuit, la nuit, et puis le lendemain pour le petit-déj, il fallait que ça soit prêt. Donc ça ne sert à rien de publier 2 jours après les résultats, après qu'ils ont passé dans la presse, et puis personne ne serait intéressé. Donc création automatisée du contenu, manuellement impossible, parce qu'en fait on avait recours à plus de 36 000 XML. Ah, voilà, donc j'ai dit passer d'un XML au KML. Ce qui est du côté contenu design, c'est des questions très très générales qu'il faut toujours poser, genre comment je veux que la bulle apparaisse, est-ce que je veux faire 2 ou 3 colonnes, est-ce que je veux faire un tableau ou pas. Dans notre cas, quel résultat veut-on montrer dans la bulle? Alors on s'est dit certainement les inscrits, les exprimer, le pourcentage de l'abstention, le nom, le prénom du candidat, le parti politique, les voix en nombre absolu, mais aussi en pourcentage, ce qui facilite un peu la comparaison entre les différents candidats. Donc ça, pour qu'est-ce qu'on veut montrer et à quel niveau géographique, une autre question. Alors on s'est dit, évidemment, au niveau national, parce que c'est là où ça se décide, alors on a mis une place marque sur le palais de l'Élysée. Les départements, c'est toujours bien de se repérer. Et en fait, les communes, on pensait que c'était ça auquel les gens s'intéressent le plus, de voir les résultats à ces niveaux-là.
En fait, autre question, qu'est-ce qu'on montre comme image? Parce qu'à la fin, une bulle, c'est toujours quelque chose qui doit attirer l'attention. Ça ne sert à rien si on met une petite ligne de texte et puis il n'y aura personne qui va lire. Alors, vous allez voir, après la bannière qu'on a choisie, les icônes, même chose, c'est le premier contact avec le KML. Après, est-ce qu'on veut présenter en 2D, 3D, etc. Côté script, il fallait bien identifier les fichiers XML et connaître leur structure afin de les scraper. Quand je dis définir des variables, je peux peut-être donner un exemple. Pour le deuxième tour, on a décidé de en fait, afficher ou montrer le delta, donc la différence entre les deux des voix absolues des deux candidats. Parce que c'est le chiffre qui compte à la fin. Donc ça, c'était pas dans l'XML, il fallait calculer. Donc mettre à disposition les limites administratives, jusqu'à maintenant c'était des lignes, mais pour justement donner la possibilité d'ajouter un point, une bulle, il fallait un point. Donc on a encore géocodé ou créé plutôt des points par unité administrative avec des coordonnées lat long. Donc ça c'était fait avec un SIG à côté. Voilà, une fois on a les points et le contenu de la bulle, voilà ce que ça donne. Pour le premier tour, vous voyez bien alors la bannière qui, à mon avis, saute assez aux yeux, avec un link pour comment voter si les gens sont plus sûrs comment faire, ou ils n'avaient pas voté pour la première fois, mais ils ont envie de voter pour le deuxième tour. Le nom du département, le nom, et puis les autres chiffres que j'ai déjà mentionnés, avec les links à la fin, les map search et search sur Google News, vidéo, etc. Les icônes, en fait, le icône, on a choisi la tête de la Marianne, neutre avec les deux couleurs les trois qui représentent la France. Alors ça, c'était encore en 2D. Si on passe au deuxième tour, cette fois-ci, c'est en 3D. Et vous voyez aussi que, bon, évidemment, on n'a que les deux candidats, beaucoup plus facile à comparer. C'est pour ça on s'est basé sur le delta, en fait, comme vous le représentez, le delta, la différence de voix. Donc, c'est ce qui permettait d'attribuer une couleur à chaque colonne. Donc, la taille, en fait, elle représente le delta. Donc, plus c'est grand, plus la différence est significative, plus les voix sont importantes pour le candidat, la candidate. Même chose, les icônes ont aussi changé. Donc, même si les gens ne savent pas incliner la vision sur Google Earth, comme peut-être ici, quand vous étiez vue d'oiseau, ils ont quand même ce surplus d'informations. Ils savent déjà qui a gagné dans cette commune, dans cet département, grâce à la couleur bleue et rose. Alors vous voyez bien que c'est assez dense, qu'on avait beaucoup de données à la base. Voilà. Quels sont les défis qu'on a rencontrés? Alors, c'est clair qu'il faut bien structurer le KML afin de le rendre facilement téléchargeable. Et garantir qu'il n'y a pas de chevauchement de points de différents niveaux géographiques, je vais y revenir sur ça. Et toujours penser à l'imprévisibilité des données finales, parce que jusqu'à maintenant, on avait travaillé avec des données des élections de 2002. Et vous voyez, on attendait vraiment autre chose, niveau équilibrant des données, des résultats en 2007 qu'en 2002. Donc il fallait vraiment attendre un résultat très différent. Pour ce qui est côté script, on a essayé de répondre à ce besoin avec des paramètres. Donc on a inclus un paramètre, un facteur multiplicateur pour la hauteur des colonnes. Donc on attendait quelque chose d'assez équilibré. Alors on a peut-être, je ne me souviens plus du nombre exact, mais peut-être on a fait x20. Puis ça nous a permis de monter un peu les colonnes
et ouais, ce qui rend la carte un peu plus visible et les résultats. Côté KML, vous avez vu les régions, Jean-François on a déjà parlé. Donc les régions, ici un exemple pratique, il y a derrière le concept des bounding box. Donc les bounding box, c'est des box qui définissent une région. Dans notre cas, on a pris simplement les départements, on définit nord, sud, est, ouest. Et c'est simplement quand un bounding box ou une grande partie du bounding box apparaît sur l'écran que les points sont chargés. Alors si on prend cet exemple-là, c'est quelque part autour de Paris, les points en Corse ne sont pas chargés, même pas en Bretagne. Donc cela aide à... Ouais, ça change pas mal la vitesse du téléchargement. Donc un autre concept qui est derrière les régions, c'est les level of details. On en a déjà entendu parler. Si je reviens sur le point qu'il n'y a pas de chevauchement de points, je veux dire avec ça, au début, on avait tous les points du département, les points des communes, visibles en même temps. Alors là, avec les LOD, on a pu changer cette situation en disant qu'à telle et telle hauteur, il y a les points des départements qui apparaissent. À telle hauteur, ils disparaissent, mais en même temps, les points pour les communes apparaissent jusqu'à l'infini. Donc on peut jouer sur cet aspect-là. Et vu qu'on fait une petite heure sur les KML, j'aurais encore envie de mentionner la multigéométrie. Donc c'est surtout quand vous allez faire quelque chose en 3D. Donc là, il s'agit de combiner plusieurs géométries. Dans notre cas, c'était une ligne, plutôt un cercle en bas, auquel on a donné une certaine hauteur. Voilà, c'est monté, ça donne une colonne. Mais si vous voulez encore ajouter des informations, il faut mettre encore un point et sur lequel on peut cliquer et puis faire afficher la bulle. Donc c'est deux tas qui sont très intéressants. Alors, je vais vite passer à la nuit des élections. Donc, dans une nuit, on a téléchargé, procédé de données, faire un grand quality check parce qu'il fallait être très très sûr que les résultats sont justes, et puis mettre en ligne. Donc, point de vue Google Earth, c'était le premier projet de layer en presque temps réel. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de retours positifs sur le net. Merci, de la blogosphère. Donc, il me reste simplement de vous encourager de créer des KML vous-même. Vous avez vu que c'est pas très difficile et puis ça fait beaucoup de plaisir. Donc, merci beaucoup. Je peux peut-être vous vite montrer encore le layer. S'il y en a un temps. Voilà, il est là. Il reste du temps. Attendez. Alors, vous voyez simplement Paris, Palais d'Élysée, avec les chiffres pour la France totale, les deux candidats. Si je zoome in, voilà, les limites administratives des départements apparaissent. Et oups, voilà, on a la tendance, on voit très clairement qu'à l'ouest, c'était plutôt Madame Royal qui a gagné, et puis dans le reste de la France, plutôt M. Sarkozy. Je peux déjà incliner, hein, mais on ne voit pas encore grand-chose, mais c'est peut-être un peu plus. Si je vais sur Paris, voilà. Bon, je vais plus bas, les communes. Voilà. Je clique dessus. J'avais toujours le tableau. Ah ouais, ce qui est intéressant, si je passe simplement avec le souris, ça affiche le nom de la commune et le nom du gagnant, de la gagnante, avec les points, les voix absolues du delta. Voilà. Oui. Cette layer, vous l'avez... parce que...
Oui, cette layer, elle est mise en avant sur le site Google Earth de Google. Et comment on peut la télécharger autrement? Elle est disponible où en fait? Vous pouvez pas le télécharger pour l'instant. Ouais, mais c'est ça le problème. Enfin, c'est pas évident de trouver des KML quand on les cherche, je crois. Ah, vous dites la recherche? Ouais, bah, c'est-à-dire par exemple celui-là on l'a pas, on sait pas où il est, et puis d'autres qui peuvent être intéressants, on sait pas où ils sont, quoi. Enfin, moi je sais pas, j'ai une suggestion, c'est quand même que vous fassiez un classement avec peut-être même un aspect peut-être plus officiel de trucs KML qui ont un sens pour vous, quoi. Parce qu'à part les 4-5 qui sont présents sur la page de Google, on n'a pas vraiment de pistes pour trouver des bons KML. Ouais. En fait, celui-là, pour les élections présidentielles, était pushé en fait, dans Google Earth, donc il apparaissait quand vous l'ouvriez. Là, on va faire une mise à disposition en fait, pour la partie législative. Et après, ces KML-là seront téléchargeables depuis en fait, la page Google Earth France. Donc on est en train de mettre à jour aussi avec du contenu qui est en fait, pertinent pour les différents marchés. Donc pour l'instant, en fait, si vous ouvrez Google Earth, vous devez l'avoir, hein, parce qu'il fait partie en fait, des couches qui sont permanentes. Et puis après, quand il ne sera plus en couche permanente, il sera trouvable en fait, sur la version française, absolument. Et on l'avait en fait depuis la page d'accueil pendant la période des élections en téléchargement direct. Donc il sera mis à disposition après une fois qu'il sera plus en couche permanente. Vous dites avoir une contrainte de temps, vous travaillez depuis combien de temps sur ce projet? Non, mais c'est difficile à dire, les projets, ça commence toujours un peu gentiment, et puis après, ça éclate. Mais disons... Ouais. Ouais. Alors ça nous a pris un peu de temps pour trouver pour avoir une source pour les données. Donc ça, ouais. Mais travailler carrément sur le KML, c'est 3 semaines peut-être. Ouais. J'ai pas entendu la question. Pour les limites des communes, en fait. Ah non, mais c'était des limites, c'est des données qu'on a achetées. Voilà, c'est des fournisseurs. C'est des données à nous. On les utilise aussi dans les maps. En l'occurrence, là, tout était déjà disponible sous Earth. Ça fait partie des layers, des couches qui sont déjà disponibles et qu'on peut faire apparaître en cliquant ou en opt-in ou en opt-out dans les core layers à gauche. Et on n'avait plus qu'à placer au centre de la commune l'information. Par exemple, pour législative, justement, on n'a pas ces couches déjà prêtes. Donc pour tout ce qui est circonscription, par exemple, parce que c'est ça en fait l'unité de base pour les législatifs, hein, pour l'élection pour les députés. Donc on a recherché et on a finalement trouvé effectivement un fournisseur de données qui avait en fait ces données de circonscription. Donc souvent pour quelque chose qui peut paraître assez simple en résultat, quand il faut penser à l'information qu'on doit ajouter, on peut passer finalement plus de temps à trouver l'information qu'à la mettre en forme dans le KML lui-même, quoi. Donc c'est ça qui peut prendre plus de temps que prévu. Donc c'est pour ça qu'on aurait peut-être pu le faire
en 15 jours, mais ça n'a pas pris 15 jours, non. Je me pose la question par rapport à l'intérêt de la 3D dans cette histoire, hormis effectivement les barres 3D, mais on aurait pu très bien utiliser Google Maps pour représenter la même chose, et en termes d'interactivité, on aurait autant de souplesse et de... Vous aimez pas les 3D? Si, mais enfin non, mais je me pose vraiment l'intérêt par rapport à l'utilisation. Parce qu'on avait envie de faire quelque chose de plus par rapport au premier tour. Oui. Et moi, personnellement, ça parle beaucoup plus en 3D qu'en 2D. Mais dans quel... Oui, voilà. Hormis ça, voilà. Oui, oui. Oui, voilà, ça fait un buzz, mais au sens information, j'ai pas vraiment plus de... Oui, non, mais je vois bien, mais cela dit, oui, voilà, il y a des journaux en ligne qui ont publié la carte des élections, comme Le Monde, ce genre de choses, qui ont rendu les choses de façon très lisible et avec autant d'interactivité. Comme Carmel l'a expliqué dans sa présentation et comme Jean-François l'a rappelé après, cette histoire de 3 dimensions, au-delà du design, il y a une information supplémentaire qui est celle du delta. Au deuxième tour, et c'est pour ça qu'on l'a fait au deuxième tour, ce qui compte, c'est d'avoir plus de voix que l'autre. Et là, en penchant la carte, on voit qui a le plus de voix. Voilà. Et ça, on ne peut pas l'avoir sur Maps, pour l'instant. Encore des questions, et puis après on a une petite pause, une dernière question. Oui, monsieur? Ce qu'on voit là, c'est tout en les coordonnées qu'on a pris là, c'est du lat-long en fait, WGS 84. En fait, toutes les figures qu'on voit là, justement en 3D, tout ça, c'était dessiné dans quel système de référence? WGS 84 par défaut, non? Parce que le KML, on peut mettre que des coordonnées lat-long. Ah, les coordonnées ont été préparées dans un SIG. Ouais, d'accord. Mais avec un gros... Parce que faut avoir beaucoup de décimales pour pouvoir dessiner ça en lat-long, quoi. Ça... En fait, on a pris, je crois, 15 ou 16 points pour définir le cercle. Ouais, d'accord. Parce qu'il faut que ce soit quand même assez rond, mais il ne faut pas prendre trop de points, sinon la taille agrandit très vite. Ok.